Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus continue d'augmenter en Haïti. Plus de 2500 personnes sont touchées par la pandémie. 3 nouveaux décès ont été enregistrés, 2 dans l'Artibonite et 1 dans le nord-est, portant le total à 48 morts. Un citoyen suspecté d'être atteint du Covid-19 a été brûlé vif à l'intérieur de son domicile mardi soir dans la commune de Carrefour. Aucun test n'avait pourtant prouvé que l'individu d'une cinquantaine d'années était effectivement positif au coronavirus. Les institutions publiques ne doivent utiliser que 20% de leur effectif au lieu de 50% auparavant. Cette décision a été prise par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de la pandémie. Les autorités sanitaires haïtiennes ont indiqué mardi 2 juin que 281 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés, portant le total à 2507. 3 nouveaux décès ont été enregistrés, 2 dans l'Artibonite, 1 dans le nord-est, portant le total à 48. Le nombre de cas actifs, sans les décès et les guérisons, est de 2435 et le nombre de cas suspects est de 5562. Ces chiffres peuvent évidemment évoluer à tout moment. Le Premier ministre haïtien Joseph Joute a annoncé lundi des mesures exceptionnelles de réduction de la présence du personnel dans l'administration publique en vue de renforcer la lutte contre le coronavirus. Elles doivent renforcer celles qui ont déjà été prises dès la déclaration de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire. Dorénavant, les institutions publiques ne doivent utiliser que 20% de leur effectif au lieu de 50% auparavant, et elles doivent conserver le principe de rotation pour éviter de l'affluence dans les édifices publics selon une circulaire gouvernementale. Ainsi, tout service qui n'affecte pas le fonctionnement régulier de l'institution doit être maintenu fermé selon les consignes du Premier ministre. Pendant 1 mois, à compter de la date de parution de la circulaire, les femmes enceintes ainsi que les personnes âgées de plus de 60 ans sont dispensées de se présenter à leur poste de travail. Cette mesure concerne également les agents publics diabétiques, hypertendus, asthmatiques et tous ceux qui ont des antécédents médicaux pouvant aggraver leur état de santé en cas d'infection au coronavirus. Les agents de la fonction publique présentant des symptômes qui s'apparentent au coronavirus doivent aussi rester chez eux jusqu'à ce qu'un test prouve qu'ils n'ont pas contracté la maladie. Tous les bâtiments publics seront désinfectés. Le gouvernement préconise le travail à distance et annonce que les présentes dispositions pourront être renforcées ou annulées après évaluation de la situation. L'opinion publique est préoccupée par des réactions violentes relatives à la pandémie du coronavirus. Ainsi, un citoyen suspecté d'être atteint du Covid-19 a été brûlé vif à l'intérieur de son domicile mardi soir. L'incident est survenu dans le quartier de Lamentin 52 à Carrefour, rapporte un proche de la victime. Il dénonce ce crime, faisant remarquer qu'aucun test n'avait prouvé que l'individu d'une cinquantaine d'années était effectivement atteint du coronavirus. Le crime aurait été perpétré par les habitants du quartier, informés de l'incapacité physique de la victime qui vivait seule. Plus de 150 cas de coronavirus ont été recensés par les autorités sanitaires à Carrefour. Durant la semaine écoulée, le nombre de cas confirmés a connu une forte hausse dans cette commune ayant de nombreux échanges avec Port-au-Prince. De nombreux cas de fièvre ont été rapportés par les habitants de Carrefour. Les autorités locales continuent de lancer de pressants appels au port du masque et à l'application des mesures barrières.
Le docteur Dieudonné Jean-Baptiste insiste sur l'importance du suivi médical dès les premiers symptômes du coronavirus. Joint au téléphone mardi soir, pendant le journal, il a expliqué que le virus est un tueur sournois qui réduit l'oxygénation du sang et cause une réponse humanitaire disproportionnée à l'origine de la mort des patients les plus faibles. Dans le premier temps, le virus est rentré dans le corps. Et pour qu'on ait des symptômes, c'est ça les périodes d'incubation. Il y a en moyenne 5 à 7, 8 jours. Et les cas, il y a entre 2 et 14. Après, le virus pourra le multiplier dans l'arrière-gorge ou avec dans le nez. C'est ça les nasopharynx. Le virus pourra le multiplier pendant environ 5 jours. Et puis, il y a le système immunitaire rentré en jeu. Et c'est là où on va commencer à sentir quelques symptômes. La réponse immunitaire, ça a un droit victorieux le plus souvent. Et c'est ça qui fait que environ 80%, 90% de monde pas senti rien même. Ils ne pas connaître en contact avec le virus parce que si c'est immunitaire, ils sont victorieux. Mais quand il y a le virus là pour te victoire ça, sous première manche ça, et bien il propage là dans le poumon. Et là, il arrive dans le poumon, là, il multiplie. Là, on a une course contre la montre. Parce que le virus là, pour le multiplier dans le poumon. Et puis, le système immunitaire, là, pour avoir une réponse, son réponse qui est disproportionnée. C'est comme si on a dit, ils font une attaque sur vous, et puis on ouvre une bombe atomique. Et c'est ça le système immunitaire, en fait. Et c'est ça qui va tuer mon yo. Ça lié, en fait, il y a un phénomène qui passe dans ça, l'endothélium vasculaire. L'endothélium vasculaire, là, c'est couche cellule qui fait revêtement vaisseau. Et couche cellule, ça, est essentiel pour qu'il y ait une circulation sang. Or, moun qui souffre de diabète, moun qui souffre de tension, ils ont tous gagné atteinte de l'endothélium vasculaire. L'endothélium, ça, le kounia ou vin gagner ça crée les réactions inflammatoires, ça, ou bien une série d'intermédiaires inflammation, les cytokines. Intermédiaires, ça, quand tellement produit en excès, il y aurait ça, un véritable orage, une tempête cytokinique. Et ça vient créer une inflammation, et l'inflammation, ça vient entraîner une baisse dans la capacité moun pour lui oxygéner sang. Il y a des gens qui résistent quelques jours, 2 jours, 1 jour. Il y a l'autre qui, comme si ils n'ont pas même rendu compte qu'ils ont descendu. Et c'est ça le point le plus important que je mets accent pour dire que depuis que le monde gagne, il y a un symptôme ou doit sous surveillance médicale. Il y a un petit appareil, il y aurait les oxymètre ou bien saturomètre. Si appareil ça a une valeur d'or qu'on y a dans le cadre de pandémie, ça, toute famille pas qu'à joindre parce qu'on pas qu'à joindre les acheter. Mais si dans le quartier, nous avons organisé pour nous gagner, dans l'organisation, nous gagnons. Parce que là, ça, depuis que nous avons commencé à gagner un premier symptôme, il est crucial qu'on suive la saturation en oxygène. Qui fait que si on a une difficulté respiratoire pour aller chercher soin, en général, il est trop tard, on a une course contre la montre. Et l'arrivée qu'on a fait combien de temps pour t'en ambulance, combien de temps pour joindre l'admission, pour joindre l'hôpital qui gagne place. Et avec gens épidémie à valer terrain là, c'est difficile pour nous croire que l'hôpital a gagne place pour y recevoir. Donc c'est ça qui fait que c'est crucial pour que nous suivons dès le premier symptôme. L'Office de la protection du citoyen, OPC, déplore que le droit à la santé des citoyens est violé en cette période de pandémie du coronavirus. Dans un rapport publié le 3 juin, l'OPC souligne le dysfonctionnement des hôpitaux tant sur le plan structurel que sur le plan organisationnel. Les centres hospitaliers sont souvent frappés par des grèves en série des professionnels et agents de santé pour non-paiement de salaire et mauvaises conditions de travail. Le protecteur du citoyen, Renan Hénouville, déplore le manque d'implication des hôpitaux privés dans la gestion de la crise sanitaire et notamment l'interdiction pour les institutions privées de réaliser des tests de dépistage du Covid-19. Il demande également aux autorités concernées de faire de la santé une véritable priorité dans le cadre des politiques publiques en mettant en œuvre des mécanismes visant à respecter et à protéger les droits humains. Il exige également le renforcement du ministère de la Santé afin de mieux gérer la pandémie de Covid-19.
3 membres influents de la communauté haïtienne des États-Unis estiment que la mort de George Floyd doit servir de leçon aux Haïtiens et plus généralement aux Afro-Haïtiens. Selon l'homme d'affaires Johnson Napoléon, qui vit en Floride, et le journaliste John Fitzgerald Resignac, les Afro-Américains doivent travailler à s'affranchir économiquement des Blancs afin d'obtenir le respect des autres communautés. Pour l'ancien ambassadeur Hugues Sanon, les Afro-Américains se doivent d'être irréprochables afin de gagner le respect de tous. Suivez tour à tour les explications de Johnson Napoléon, de Fitzgerald Resignac et d'Hugues Sanon. Tout pendant ou pas gagner un pouvoir économique, ou pas capable d'acheter sénateur, député pour faire loi en faveur. Tout pendant ou pas gagner loi qui est en faveur, loi toujours exécutée pas en faveur. Tout pendant Lyon, pour qu'on ait écrit, eh bien, Hunter a toujours écrit l'histoire. Si vous voulez résoudre le problème, ça, on commence à garder loi. Et si vous voulez commencer à garder loi, on commence à garder l'économie. Nous, combien de monde, combien de politiciens nous avons acheté avec l'argent de procédure comme communauté. La stabilité économique, ça permet de visibilité, ça permet de respect. C'est éducation économique. En façon pour qu'ils soient capables de respect, en façon pour empêcher une certaine discrimination, c'est à l'école et puis tout structurer ensemble pour que la communauté soit capable de stabilité économique. Tout autant que nous pas une force économique, et bien, communauté noire, particulièrement la communauté haïtienne, qui réside aux États-Unis et un peu partout dans le monde, n'a toujours discriminé nous, n'a toujours en bas, parce que nous pas contribué à stabiliser l'économie pays, nous pas contribué à faire loi dans le pays parce que nous pas de stabilité éducationnelle, et bien ça fait ouvrir les yeux sur nous. Mais si nous intelligents, nous intellectuels, nous avons stabilité économique, nous pensons que nous sommes capables de puissants quelque soit côté de nous. Qui veut le respect, se le procure. Et c'est ça, moi, dit en l'autre façon, qui veut le respect, se le procure. Est-ce qu'on t'a dit, si vous t'entendez, ok, vous venez pour Wendell dans la radio métropole, pendant manifestation faites dans la rue, on considère ça en Haïti, pendant manifestation faites dans la rue, et puis dans la radio métropole, et quel que soit mon est-ce que le cabine dans la radio métropole pour me dire Wendell, c'est où même qui a payé pour ça, vous faites dans la rue, pour venir arrêter, il n'est pas capable, ou apparaître, c'est un monde qui est dans la rue. Je ne sais pas combien de fois ils entrent dans l'église, ou bien ils entrent dans l'école pour y aller prendre un noir, ou bien la caille noire, ça ne va pas rien, pour y aller prendre, pour dire après brutalité, bah ouais. C'est un véritable casse-tête chinois pour effectuer une transaction dans certaines banques commerciales de la capitale. On doit faire la queue pendant des heures, parfois sous un soleil de plomb. Bref, c'est un véritable parcours du combattant pour aller à la banque en ces temps de coronavirus. Certains expriment leur mécontentement et bien d'autres, que ce soit des jeunes, des vieillards ou même des handicapés, sont tous dans le même bateau. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Les autorités ont-elles conscience des conséquences de leurs décisions? Devant les banques commerciales, la situation était déjà complexe. Déjà 10 ans, les files ne cessent de s'allonger sans que l'on comprenne bien pourquoi. Depuis que le coronavirus est entré en jeu, les horaires de fonctionnement des succursales ont été réduits pour le meilleur et surtout pour le pire. Qui plus est, le week-end, il vaut mieux apprendre à se passer des services bancaires actuellement. Il y en a qui quittent leur domicile à 5 heures du matin pour être servis les premiers. D'autres paient des remplaçants pour faire la queue à leur place. Jeunes, adultes, personnes âgées, tout le monde est dans le même bateau. Même les handicapés ne sont pas privilégiés. Certains sont hypertendus, diabétiques ou souffrent d'autres comorbidités. Faire la queue pendant parfois 3 heures pour une simple transaction nuit à leur santé et il n'y a aucune échappatoire. Le pire est que les clients qui ont besoin d'un service quelconque sont mélangés avec ceux qui viennent faire un dépôt ou un retrait. Le soleil est impartial. Il accable ceux qui portent des masques comme ceux qui n'en ont pas. Parfois, certains se plaignent de douleurs aux pieds ou à la tête, de la faim ou de la soif. Les plus malheureux sont ceux qui ne pourront pas passer avant l'heure de fermeture. Parfois, dans l'exaspération,
la violence se mêle de la partie quand l'échéance approche. Nul besoin d'utiliser un adjectif pour décrire la réalité, elle parle d'elle-même. Aucune mesure de protection contre le coronavirus n'est respectée et c'est le tableau depuis que les autorités ont décidé de réduire les heures de fonctionnement des banques commerciales. Toutefois, pendant les heures d'attente, que ce soit des gens qui viennent pour faire des retraits ou des dépôts, dans les deux cas, un autre aspect attire l'attention, c'est l'insécurité. Elécie Diolassin et Rudolph Pierre-Louis pour TD Métropole. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.